Bonjour, bonjour. Salut tout le monde. Salut, merci d'être là. Merci d'être venu sur place et merci de vous être connecté. C'est un événement qui est à la fois en ligne et à la fois au bureau. Donc on va essayer de gérer les deux. S'il y a des questions ici, on les répétera pour les gens en ligne. S'il y a des questions en ligne, on les répétera pour les gens qui sont ici. Voilà, on va pouvoir commencer. On ne sait pas trop où on va avec un format comme ça. C'est la première fois qu'on le fait. Mais ça fait longtemps que tu m'en parles, toi. Donc on a mis ça en place et pour vous expliquer, donc moi je suis Julien, je suis l'un des cofondateurs de The Design Crew. J'ai 40 ans, Alexis il a à peu près la même chose, ce qui fait qu'on a 80 années tous les deux et en plus de quoi Merde, je voulais te mettre en présentation, mais c'est pas grave, allez vas-y, c'est le direct. Ouais, donc on a 80 ans à deux et quasiment 40 ans de carrière combinée à deux. Et donc là, dans ce format-là, on est allé rechercher dans nos disques durs, dans nos Dropbox, des projets anciens qu'on a pu mener il y a 10 ans, 15 ans, quasiment 20 ans. Et on va essayer de voir à quoi ça ressemble aujourd'hui, essayer de se foutre de la gueule l'un de l'autre, avec beaucoup d'autodérision. Et il y a des gens qui vont découvrir, je pense... on ne sait pas spoiler mutuellement, on ne sait pas ce qu'on va montrer mutuellement, donc ça, on va le découvrir en même temps que vous. Et voilà, tout simplement, on peut commencer. Wow. Je te laisse te présenter. Alors, on te demande de parler plus près du micro. Ok. Donc, pardonnez-nous parce qu'en fait, on a 40 ans d'expérience dans le design et notre expérience sur Twitch se résume à 0. Donc, c'est la première fois. Hugo, est-ce que c'est mieux? J'ai augmenté le son sur la mixette. Toi aussi, hein. Ok. Coucou. Ok. Je te laisse te présenter du coup. Yes, Alexis, donc moi je suis VP du Product Design et du produit chez Deezer depuis maintenant 3 ans presque. Et je pense que c'est à peu près le temps pendant lequel je t'ai saoulé pour faire ce format, à peu près 3 ans. Et j'ai commencé ma carrière de designer en 2005-2006, dans ces années-là, à un moment où il n'y avait pas encore de Sketch ou de Figma. On va y revenir, c'est super intéressant. Et on a trouvé des super dossiers. Pour moi, j'ai adoré faire ce travail d'archéologie et je suis très fier, mais aussi... tu peux augmenter le son? Waouh, attends. On me demande d'augmenter le son. Est-ce que c'est mieux Je pense que c'est Clément, Gamerby. Ouais. Ok, Clément, est-ce que c'est mieux? Sur le soft. Ah, sur le soft, merde. On peut plus. On peut plus, c'est au max. Ok, bon. Très bien, bref, on a hâte. On a 99 slides à passer. Donc on va jamais arriver au bout de ce truc-là. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il y aura un numéro 2. Je l'annonce, hein Julien? Ok. Ouais, on va essayer de rendre ça éducatif. En plus de se plonger dans les projets, on a essayé de retrouver les bonnes pratiques de l'ancien temps pour vous montrer, pour ceux qui ne faisaient pas ce métier-là peut-être il y a 10-15 ans, comment on faisait du design ou du web design à l'époque. On va commencer par... donc on l'a dit qu'on faisait antéchronologique, non? Ouais. On va commencer par les années 2015 à peu près, et puis on va s'enfoncer un peu plus dans notre carrière. La qualité aussi va s'enfoncer petit à petit. C'était un choix qui a été difficile. Est-ce qu'on veut briller au début et pas à la fin, ou est-ce qu'on veut pas briller au début et espérer pouvoir briller à la fin? Voilà. Donc juste pour mon ego et ma légende personnelle, on a décidé de commencer par mes meilleurs designs. Après, on verra s'ils sont vraiment bons. On va voir ça. Ok, bon, on a parlé du concept. Ok, let's go. Alors là déjà je commence en mettant dans la sauce quelqu'un qui est dans la pièce. Techit, c'est un super produit, une startup qui a été créée par Paul-Antoine, qui est juste là. Je ne dirai pas dans quelle entreprise il travaille, mais ceux qui sont ici pourront lui parler après. Donc un super projet dont l'idée était de pouvoir permettre aux gens d'imprimer tous les mois 5 photos gratuitement, avec une impression qui était sponsorisée, en imprimant aussi des Polaroids. Donc on était à peu près 2015, donc c'était pas encore le renouveau de la hype de l'analogique. Donc on jouait aussi sur l'impression pour des gens qui n'ont pas vraiment connu les photos imprimées. Voilà. 2015, c'est l'année de quoi? C'est aussi l'année... c'est compliqué. Ok, là, ça c'est le concept. Ok, on passe. Ok, c'est l'année de Material Design. Est-ce que tu te rappelles de cette première... Material Design, pour ceux qui ne si tout le monde connaît, parce que c'est Google maintenant et c'est un truc qui est de plus en plus utilisé, c'est toujours le langage visuel de Google, mais dans sa première itération, c'était très très basique, c'était essentiellement des aplats de couleurs avec des ombres portées. Ça a matrixé pas mal de designers parce que c'était aussi un moment où on était encore sur la fin
de l'ère du skeuomorphisme chez Apple. Donc on était vachement sur des trucs en relief, et là Google est arrivé d'un coup avec leur propre langage, où tout est coloré et tout est avec des niveaux d'élévation et des shadows. Ah, on a notre technicien, régisseur, voilà. Moi, ça m'a totalement matrixé. Moi, j'ai bien aimé la proposition parce que c'est la première fois sur Android qu'on avait quelque chose de cohérent, tu vois. Parce que je sais pas si tu te souviens, avant Android, c'était la jungle et chacun faisait un petit peu ce qu'il voulait. Il y avait pas mal d'apps qui essayaient de reproduire avec plus ou moins de talent les guidelines d'Apple, mais vraiment, il y avait zéro guideline graphique et ça est venu un petit peu faire le ménage dans l'écosystème d'app Android. Ouais. Alors, pour information, nous, en plus, c'est un projet qui a été développé que sur iOS. Donc imagine un peu là ce choc mental quand j'ai dû demander à un dev iOS de développer une application où tout le langage visuel graviterait autour d'une réinterprétation de matériel. Ok, là on parle. Là c'est marrant. Allez, let's go. Voilà, donc Julien, je te laisse admirer cette app. Donc comme tu peux le voir, on est sur un truc qui reprend un peu les grands principes de matériel, donc des grands aplats de couleurs sur les headers, des shadows, des choses comme ça. On a aussi le truc qui est devenu le gimmick des années plus tard sur Android, qui était, on va le revoir plus tard, le petit fab, ce petit bouton flottant là en bas. Donc voilà, donc c'est une app où je pense que moi j'ai vachement aimé bosser sur cette application pour deux raisons. Déjà, on est allé full patate côté illustration, côté motion. C'était vraiment, on a tenté ces trucs-là dans l'application. On était quand même à une ère où on n'avait pas encore de Rive et de Lottie. Donc toi, on en reparlera plus tard, mais toi, il fallait trouver un peu des subterfuges pour faire ce genre d'animation. Mais aussi, j'ai vachement aimé parce que quand on a travaillé avec les équipes et avec Paul-Antoine et ses associés sur le sujet, on a essayé d'aller pousser un peu à l'extrême ce concept. C'est qu'il y avait ce concept de tous les mois, tu as 5 photos à imprimer par mois. Et ils avaient un peu cette idée take it or leave it. C'est-à-dire, en fait, en plus, c'était un peu le début de la vibe Tinder, donc on swipait les photos pour les sélectionner. Et il y avait un peu ce truc de soit tu prends la photo et tu décides de vouloir l'imprimer, soit tu la laisses tomber. Et en fait, on allait un peu plus loin que ça dans le concept, on l'a tiré à l'extrême en se disant, ok, si le choix il est important, faisons qu'une fois que tu as pris une photo et que tu la mets dans ta pile, dans ton panier, tu ne peux pas la supprimer. Et que le seul moyen de supprimer la photo de ton panier, c'est de supprimer toute la pile. Donc imagine que tu as présélectionné 4 photos et qu'en fait tu veux en supprimer une, tu n'as pas le choix. Ça ressemble à une excuse pour pas faire la feature d'édition. Mais non, c'est génial, ça crée une tension. Ça crée une tension. Et puis forcément, après, il y avait ce petit gimmick avec l'enveloppe où tu avais des photos qui venaient rentrer dans l'enveloppe temporairement. Et une fois que tu disais go, j'imprime, l'enveloppe se fermait et tu passais en fait en mode genre expédition. J'aime bien, tu vois, genre c'est cohérent avec l'époque, tu vois. Cohérent avec la sortie de Material Design, cohérent avec le flat design qui est arrivé quelques années avant. Donc, juste question, tu as utilisé quoi pour faire les interactions, les animations? À l'époque, c'était quoi déjà? C'était déjà Sketch ou Figma ou... Non, on était sur Photoshop à l'époque. Ok. Donc on faisait pas mal de trucs. La chance qu'on avait, c'est que dans l'équipe de ma boîte Blanc, on avait un mec qui était un tueur en motion. Donc en fait, il nous faisait toutes les illustrations et motion dans After Effects. Et puis après, attention, je vais sortir un mot cochon. On faisait des exports de séquences PNG. Ok. Ah, putain, la vache. Donc imaginez que pour l'animation, en fait, c'est genre image par image. Et en fait, on devait optimiser autant que possible le poids des PNG parce que là, les images étaient quand même assez grosses pour faire les animations. Nice. Principal, c'était sorti? Waouh, je pense pas. Hein. Franchement, ça arrivait plus tard. Là, on parle de 2015. Je pense que déjà, Sketch, c'était le futur. C'était peut-être en alpha en 2015, Sketch. Non, ça existait. Non. Justement, on va avancer. Je sais pas si juste après, c'est les projets que j'ai fait moi, mais... J'espère. Tu vois... Ah non, oui. Ah oui, alors, si, oui. Parce qu'en 2015, quand on faisait un site, quand on faisait une application qui était cool, on en faisait un site qui était cool et on le mettait sur Awards. Voilà. C'est trop stylé, j'ai rien à dire. Et tu te retrouvais avec le petit ruban. Et le ruban, c'était le truc ultime pour flexer dans le monde du design, quoi. T'avais ceux qui avaient le droit au ruban et les autres. J'ai jamais eu de ruban, moi, tu vois. Typiquement. Voilà. 7 septembre 2010, Sketch. Ah bah voilà, tu vois, nous on était un peu des vieux boomers, on continuait à utiliser Photoshop.
Voilà, donc on avait fait ce super site, tout animé, encore une fois. Clément, qui était notre motion designer, il avait fait un taf de zinzin pour animer tous les assets. Et puis on avait à l'époque recruté un gros tueur en développeur front-end qui s'était juste chauffé un soir en disant « Ok, on va aller gagner un award ». Ah, il y a Constance qui dit qu'elle avait utilisé Take It. Et bah merci, voilà. On prend le crédit avec Paul-Antoine. Comment qu'on passe le mulot? Hop. Ah bah Julien, c'est à toi. Mon tour, ouais. Donc on va aller voir en 2014-2013. C'est à peu près l'époque où j'étais chez Blablacar, je pense. Et c'est ça les mock-ups que j'ai mis. J'ai remis à chaque projet le contexte, essayer de remettre un petit peu en contexte. Et souvent, on compare avec la homepage d'Apple, à quoi elle ressemblait à l'époque. Donc en 2014, ça ressemblait à ça. L'iPhone 6 venait de sortir, l'Apple Watch venait de sortir. Et il y avait un grand changement dans le design mobile. C'était iOS 7, qui au départ était une catastrophe en termes de UI, de cohérence, etc. Et qui petit à petit, comme Liquid Glass. Comme Liquid Glass aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je suis pas surpris à quel point ça drift aujourd'hui sur Liquid Glass. iOS 7, donc qui a embrassé toute la mouvance un peu flat design, là où à l'époque, avant, on avait le côté skeuomorphisme dont tu parlais tout à l'heure, avec des applications qui ont des textures de cuir, des textures de papier, etc. Ça a aussi été accompagné de ce binôme magique du design des années 2010 à peu près, Sketch et InVision. Donc Sketch qui est l'ancêtre de Figma, et InVision qui était un outil uniquement dédié au prototypage. Donc en gros, même si Sketch y est allé petit à petit par la suite, on prenait nos PNG, on les uploadait dans InVision, on créait des zones cliquables et on se disait quand tu cliques ici, tu vas ici, etc. Donc c'était un peu artisanal. InVision, ils sont connus pour les newsletters de leur CEO. Je ne sais plus comment il s'appelle le gars, mais à chaque fois, tu recevais des mails de la part du CEO. Comment ? Dan. C'est Dan ? Ok, Dan de InVision. Et c'était une boîte qui était hyper prometteuse. En fait, elle s'est cassée la gueule avec Sketch qui s'est développé et puis Figma derrière qui arrivait. Mais en vrai, ils avaient plein de projets, plein d'outils différents, de motion, de gestion de projet, etc. Beaucoup de promesses qui ont été faites et très peu de delivery derrière. C'est un peu dommage. Et aujourd'hui, je crois que ça n'existe plus, tout simplement. Pour vous montrer Blablacar, je suis allé chercher, donc il y a eu beaucoup d'écrans qui ont été faits pendant 2 ans chez Blablacar. Je suis quand même allé récupérer ces deux-là qui valent ce qu'ils veulent. C'est pas complètement déconnant. Moi, quand je les vois aujourd'hui, tu vois, je me dis pas j'ai déconné, tu vois. Le but, c'était de trouver des petites excuses pour me dire ok, pas perdre ma crédibilité dès le début du live. Là, tu vois, je vois ça, je me dis si je le fais aujourd'hui, je suis pas complètement en dehors de ce que je peux faire, Est-ce qu'une il y a des gens qui rigolent. Moi, je pense qu'une IA aujourd'hui est capable de faire ça, et il y a pas mal de gens qui diraient c'est cool. Ouais, voilà. Tu vois, typiquement. C'est un peu genre baseline. Ouais. Baseline lovable. Gemini 3. Ouais, voilà. Ça. Ouais. Donc au final, voilà, c'est un peu la façon dont on faisait du design un petit peu à l'époque, il y a une dizaine d'années, Et rien de honteux. Je pense qu'on peut avancer. Non, t'inquiète, laisse-moi en profiter encore un peu. Non, mais je trouve, en fait, c'est marrant parce que quand même le haut, là, le header avec c'est l'effet, là, un peu genre semi-transparent, ça fait un peu genre, est-ce qu'on pouvait voir sur des sites genre Airbnb ou même le site d'Apple à cette époque-là, Et je me dis quand même que ça a vachement mal vieilli. Non, je suis pas juste ça. Juste ça. En vrai, je pense que tu m'enlèves juste ce bandeau. Et limite presque la photo du haut, tu fais l'effet que tu peux avoir aujourd'hui avec Liquid Glass, tu vois, avec le truc qui fade un peu en flou, un peu transparent vers le haut. Ça marche, tu vois. Il y a juste ce header visuel. Moi, c'est le truc que je préfère dans l'écran. Donc, Et je sens que je vais me faire défoncer maintenant. Ouais, Hi-Fi. Hi-Fi, ça aurait pu faire de moi genre un Founders et founder d'une unicorn, mais non, pas du tout. Est-ce que j'ai ça ? Ouais, ok. J'ai un petit slide de mission. Ok, en fait, c'était au moment où j'avais créé Blanc. On était dans un bureau et on était tous en train de poncer tous les jours au travail. On voulait un moyen simple de pouvoir mettre de la musique dans le bureau sans que ça soit genre la dictature. Et puis on a commencé à dire ah putain, il y a toujours ce problème chiant
t'es en soirée, tu veux passer de la musique, etc. Et c'était le moment où, je sais pas, tu te rappelles un peu du beacon? Ouais, bien sûr. La technologie bien beacon. sûr. La technologie beacon, c'était basé sur le Bluetooth et ça permettait en fait de géolocaliser les choses avec le Bluetooth sur des trucs vraiment de très proche proximité. Le cas d'usage principal, c'était un peu genre les navigations dans les musées, etc., pour pouvoir faire des apps qui réagiraient un peu dans l'environnement. Et on a commencé un peu à poncer cette techno en se disant, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de connecter des iPhones entre eux en utilisant le beacon, même si les gens ne se connaissent pas. Et c'est un peu ce qu'on avait imaginé avec hi-fi, c'était en fait de faire une app de streaming musical, mais qui se baserait sur Deezer et les autres concurrents, où en fait il y aurait une personne qui deviendrait un peu master of ceremony, qui jouerait le son, et les autres personnes se connecteraient automatiquement au host via la technologie beacon pour gérer collaborativement une playlist. Ce qui nous a amené à faire cette superbe... Je sens que là, il va lâcher une bombe dans quelques secondes. Donc, playlist collaborative, tu vois, quand même, déjà 2015, des gestures pour liker une track ou demander à la skipper. La possibilité de rechercher dans les bibliothèques musicales. Attends. Ils ont vu ça, tes collègues chez... C'était un précurseur de Spotify Jam, ou de Shaker chez Deezer. Effectivement, pour ceux de Deezer qui sont connectés parmi nous, le jour où je suis arrivé chez Deezer et qu'on m'a parlé de Shaker, je fais, mais en fait, les gars, moi j'ai bossé sur ce truc-là il y a 8 ans, quoi. Et donc voilà, je leur ai montré les écrans, ils n'ont pas aimé. Et voilà. Mais de toute façon, tu mets le vert, tu le mets en violet, c'est l'app de Deezer aujourd'hui finalement. Respecte un peu les designers de Deezer qui sont là. Non, mais c'est très cool. Et, tu vois, il y a eu un problème avec les gestures comme ça. C'est toujours une galère, tu vois, de montrer comment ça fonctionne, que les gens le découvrent. Et donc, en fait, il fallait créer des choses qui étaient qui tenaient pas uniquement à ces fonctionnalités-là, parce que tu étais sûr que tes utilisateurs allaient pas les voir. Donc, c'était un peu pour tes power users, mais ça pouvait pas être un truc que tu allais mettre les seules options pour ton application, quoi. Et parce que en fait en 2015 on était déjà en train d'essayer de faire du delight avant l'heure. Alors là j'ai retrouvé juste l'écran et l'animation. En fait quand tu te connectais à l'application la première fois, tu avais cet écran et il y avait un radar qui était animé qui cherchait en fait est-ce qu'il y avait des soirées ou tu vois genre un host connecté à proximité de toi. Et en fait, si tu détectais quelqu'un, automatiquement, il te proposait de rejoindre sa soirée. Donc en fait, on imaginait même le concept, le truc qu'on aurait pu le faire scaler au bar, tu vois, en disant en fait dans les bars, tous les clients qui viennent, ils peuvent se connecter et gérer la queue list tous ensemble. Et tu vois, les petits points que je vois, c'est spatialement. Non, ça aurait pu. Ouais, ça aurait pu. C'était un side project, ce truc-là. On l'a amené, on avait une version fonctionnelle et notre plus grosse limitation pour ne pas arriver à sortir l'app, c'était le SDK d'une plateforme de musique qu'on utilisait parce qu'il fallait donc forcément utiliser un SDK et il y avait des gros problèmes pour authentifier les gens et donc on a laissé tomber, on a surveillé pendant genre des mois et des mois notre issue sur GitHub et on voyait qu'elle n'était pas traitée et puis un jour la boîte a fait banqueroute, donc je suis passé à autre chose. Putain, encore moi. Toi. Putain, bah, décidément, moi je monte tout mon prime. Ok, toujours la même boîte. On la crée et on veut recruter. Je pense qu'aujourd'hui, ça serait je dirais un product engineer, tu vois. Mais à l'époque, ça n'existait pas, product engineer. Mais on voulait recruter en fait une personne très très chaude en front-end et quelqu'un qui avait genre le mindset produit. On voulait pas juste un développeur, on voulait vraiment quelqu'un qui puisse rejoindre l'équipe en tant qu'un G qui participerait en fait à la conception. Et c'était un peu le moment où c'était la guerre entre les agences. Et en fait, on a dit, OK, le meilleur moyen de trouver le dev le plus chaud de Paris, c'est de taper là où il se situe aujourd'hui, donc qui est Awards et Twitter. Donc on a dit, au lieu de faire une offre, on va faire un site internet. Et je l'ai retrouvé hier sur archive.org. Regarde-moi cette beauté. Regarde. C'est tellement beau. C'est quoi la techno derrière ? C'est du front. Mais c'est de la HTML ? Ouais. Pas du Flash, quoi. Non, ouais, c'est HTML. Et encore une fois, là, c'est vraiment le moment, c'est un peu la suite de ce que je montrais tout à l'heure avec les séquences PNG. Je pense que c'était cette ère qui a existé entre Flash et le moment où on a commencé à vraiment devenir chaud sur le web avec des trucs comme le WebGL. Et donc, il y a eu toute une phase un peu ventre mou
où en fait il fallait vraiment ruser pour faire des trucs animés. C'est là où en fait le seul truc qui existait c'était les parallaxes. Ouais. D'ailleurs parallaxe qu'on a utilisé sur ce J'ai site-là, vu, j'ai vu. mais en fait pour lui donner un peu de corps, s'est dit oh, ok, viens, en fait on va mettre, il nous faut un gros truc très visuel, très statutaire en haut, vidéo. Après on est revenu pour faire de l'animation de caractère, ok, séquence PNG. Vraiment c'était, tout était genre artisanal. Et aujourd'hui, je pense qu'un dev serait capable de faire ça, mais 1000 fois mieux, quoi. Et même les animations que j'ai vues, c'était du PNG derrière? Ou c'est, tu vois, du CSS avec des animations CSS? Il y a du CSS, je vais quand même faire honneur aux développeurs qui a bossé dessus, il y a quand même des animations faites en code, mais pour votre plus grand bonheur, je vais la remettre. La petite ligne à la fin est dramatique aujourd'hui. Donc ça, c'est de la vidéo. Parce que bon, à l'époque, on faisait pas ça. Ça, oui. Ça, le texte en haut, c'est animé en séquence PNG. Ouais. Là, tous les translates de texte, c'est du JS et du CSS. Tu vois, le truc qui se bloque au scroll, c'est du JS. Et en fait, il n'y a que ces animations de texte qui sont du PNG. Tout ça, c'est du CSS. Ouais, ok, d'accord. Toujours c'est CSS. Ok. Voilà. Cool, bravo. Voilà. C'est stylé, en vrai, tu vois, même aujourd'hui, j'arriverais pas à faire un truc comme ça, tu vois. Oh, arrête. Arrête. Je vous rassure, hein, là, c'est vraiment le prime de ma carrière. Les dossiers, ça arrive, hein, on va avancer vite. Voilà. Non, un truc là-dessus. Ah non, c'est juste la J'ai juste remis la séquence PNG pour qu'on voit le carnage que c'était. Ouais. En fait, c'était très très moche. Mon côté, mon prime. Ton prime. Ok. C'est quelles années? C'est 2012, donc c'est juste l'année après que Steve Jobs soit mort. Et donc l'Apple... Elle est horrible. Elle est horrible, l'intro du projet. Mais bref, tout ça pour dire que le site d'Apple ressemblait à ça pendant une bonne année, ou quasiment, quoi. Et c'est l'époque où j'ai monté une boîte qui permettait d'aller dîner chez l'habitant quand tu voyageais, qui s'appelait Cookening. Et ça, c'est mon prime, moi, tu vois, en termes de craft. J'en suis encore fier aujourd'hui et je pense pas que je sois capable de faire mieux aujourd'hui. Alors, je l'ai montré tout à l'heure à Cara au bureau en préparant le format, là. Et elle a dit que je déconnais. Alors, on va faire un vote, hein, ici. Hein. Ça ressemblait à ça. En gros, ouais, la plateforme, un peu à la Airbnb. Ouais, on voit la typo en haut, clairement, ça oui, la la typo. De l'époque. Non, mais ouais, ok. Mais typo mis à part, en vrai, je trouve ça plutôt honnête. Donc, économie collaborative des années 2010 où on mettait ça vachement en avant avec Blablacar, avec Getaround, et ça misait sur le fait que on n'était pas forcément obligé d'être propriétaire d'un bien, on pouvait le louer ou se rendre des services entre particuliers. Et donc ça surfait sur cette vague-là. On pouvait proposer sa table chez soi à des gens qui étaient de passage, et on pouvait s'inscrire à des sessions de upcoming meals là. Il y avait des petites options pour prendre des cours de cuisine également. Donc on était 3 geeks dans un bureau pendant 2 ans à sortir un produit comme ça. Et en vrai, des écrans, je me suis replongé dans les fichiers Sketch. On a vraiment grindé des écrans et des écrans. Enfin, on avait vraiment fait un SaaS complet pour gérer sa table, ses disponibilités, ses alertes, etc. C'était un peu délirant tout ce qu'on avait pu construire en 2 ans. Mais moi, je considère aujourd'hui que c'est un peu mon prime de craft. Et c'est la première fois, tu vois, où vraiment sur un projet, j'avais cette logique de design system, même si on ne l'appelait pas comme ça, où on essayait d'avoir des ensembles cohérents de composants, de boutons qui étaient un peu issus de la même source, etc. Et donc, aujourd'hui, je le vois, je me dis, alors, je sais pas si je le ressortirais comme ça, mais travail honnête, quoi. En vrai, il est daté. Il est daté. Non, je commence toujours. Ok, honnête. Toi, tu fais pas le feedback sandwich, quoi. Toi, tu fais pas non, petit coup de pommade, le vrai feedback, petit coup de pommade, quoi. Non. Tu veux que je te fasse du radical candor? Ouais, vas-y. Non, en fait, je pense que ce qui est super intéressant, c'est que, quand je le regarde, vu que toi et moi, on vient de cette génération-là, je vois clairement tu vois, l'esthétique de l'époque, les choix qui sont faits, je vois les références, je pense que... Et ça me parle beaucoup parce que je pense que ces références-là, j'ai eu exactement les mêmes. Tu vois, j'ai les logos un peu comme ça, script à la Airbnb. Il y a un moment, quand tu es dans cette époque-là, tout le monde a tenté ce logo-là. Et je pense que moi, j'ai déjà fait un logo comme ça. Hein. Maintenant, si on se détache un petit peu de la trend esthétique de l'époque, tu passes ça aujourd'hui sur un autre, genre UIKit.
en fait, la vie change totalement. Je pense que tu vois, à l'époque, en fait, tu avais déjà eu une bonne réflexion sur la partie UX. Le craft, il est inscrit dans le temps à une époque. Qui te dit que dans 3 ans, on va parvenir sur des trucs comme ça, vachement texturés. Mais en fait, moi, je suis pas du tout choqué. Non, en fait... Et j'aime beaucoup, j'aime beaucoup que tu me remettes ce petit ruban. Je l'avais oublié, ce petit ruban. Ça aussi, c'était vraiment genre... Le tech part, là ouais, ça, c'était une époque. Les rubans, on les mettait partout. Et d'ailleurs, je pense que c'était... Si tu téléchargeais un pack de visuels à l'époque du Web 2, tu vois, genre... Dans ce pack-là, tu avais forcément un ruban. Ouais, mais t'en avais des mieux que ça, tu vois. T'en avais qui étaient vraiment courbes et qui faisaient des trucs et qui revenaient en arrière, qui avaient des petites encoches, machin et tout. Mais tu vois, sur un projet comme ça, autant sur les interfaces, je trouve ça honnête, autant les conneries qu'on a pu faire d'un point de vue produit, en fait, tout simplement, à rester pendant 2 ans dans notre cave, dans notre grotte, à construire le meilleur produit possible et à jamais aller voir des utilisateurs, c'était dramatique, quoi. Et donc après, tu vois, c'est rétrospectivement, après tu pars chez Blablacar et tu vois que Blablacar s'est développé parce qu'ils ont beaucoup plus priorisé l'aspect growth, beaucoup plus priorisé l'aspect communautaire, aller rencontrer les gens. Tu dis, ben là on a peut-être loupé un truc, tu vois. Donc plein d'enseignements, je suis très content de l'avoir fait. Et encore une fois, moi je considère que c'est encore mon prime en termes de craft, quoi. Moi je le trouve très très bien. Après, ce que tu dis sur le fait que vous n'aviez pas spécialement testé et que vous étiez resté focus pendant 2 ans, je pense que c'était aussi une époque où il y avait encore eu aucune véritable génération de start-up, tu vois, avant ça. En fait, c'était à l'époque, on appelait ça plutôt les pure players du numérique, tu vois, Dailymotion et compagnie, et qui n'avaient pas encore, qui n'avaient pas genre grandi et s'étaient pas développé en étant biberonné à tu vois, genre les grands principes du product management, etc. Ouais. Tu avais un truc très chacun avançait à sa façon et je pense qu'il y a eu je sais pas combien de projets de personnes qui sont restés genre 2 ans sur leur truc à ne pas tester leurs features et se rendre compte un matin que leur truc ne marche pas. Il n'y avait pas de licorne à l'époque, tu vois, les boîtes dont on parlait, les boîtes, tu vois, même Blablacar à l'époque c'était petit, quoi. C'était des Criteo, c'était des, comme tu l'as dit, Dailymotion ou Deezer ou à l'époque, mais la tech n'était pas du tout la même qu'aujourd'hui, c'est sûr. Moi je le trouve très cool. Merci. Et tu as quelqu'un en ligne qui dit beau projet. Voilà. Tu vois, précurseur de visite. Tiens, visite, il y a une personne qui dit précurseur de visite. Figure-toi que c'est la boîte à qui on a revendu le projet. Donc effectivement, et entre-temps, visite, ils ont changé de nom et je sais plus comment ça s'appelle aujourd'hui. Je sais plus. Mais bref, voilà. Il y a toujours le projet là qui vit quelque part, qui a été racheté et puis qui a changé de nom, etc. Mais ouais, c'est très cool. On a maintenant. Tiens, je pense que c'est quoi, même vibe. Celui-là, je voulais j'ai pas grand-chose à dire dessus, j'ai pas eu le temps. Mais en fait, il y a un mot qui est très important dans le sous-titre, c'est responsive. En fait, il y a eu tout, je pense, c'est 2012. 2012, il y a un mec qui est arrivé un jour qui a dit les gars, on va adopter une approche mobile first. Et ça matrixait tout le monde. Et donc, chaque fois que tu vendais des sites, parce que là, c'était vraiment un site, on était en mode genre agence, et on bossait pour d'autres, tu avais un peu genre pour gagner ta compète, tu devais dire que tu étais mobile first, et tu devais dire que tu avais pensé ton site pour les usages mobiles, en mobilité. Donc, Osmo, c'était genre la plateforme pour les fans de parfums. Donc, en fait, imagine que tu as un peu un site genre social, où tu as à la fois de l'édito sur la découverte de nouveaux parfums, tu avais un truc pour permettre de trouver ta fragrance, tu avais un truc où tu peux aussi créer ton profil et parler des parfums que tu aimes, etc. Ça te parle ou pas? Putain, ah ouais, là ça y est, on commence à diguer dans les projets. La qualité, même la qualité. Même la photo, je la connais, tu vois. La stock photo du gars qui est en train de courir là, elle a fait le tour du monde, quoi. Et après, je pourrais juste, pour me dédouaner, je pourrais dire que moi, dans ma carrière, j'ai toujours dirigé des agences et que c'est pas que mon craft à moi. Mais celui-là, je l'assume beaucoup. Pas mal. Je pense que c'était un truc où on avait voulu donner un truc un peu plus vivant, tu vois, mettre de la couleur parce que on trouvait que le parfum ça devait pas être genre triste, etc. Et ça devait refléter un peu de personnalité. Et puis il y a, pour moi, c'est l'arc-en-ciel sous le menu. Okay. Ouais. J'allais en parler de l'arc-en-ciel. Ouais, mais en fait c'est aussi ça, c'est parce qu'en fait quand tu regardes un peu tu vois, c'est un peu comme la roue des couleurs, c'est qu'en fait le parfum c'est un peu pareil, à chaque senteur t'associes une couleur, et donc
pour parler de l'éventail de tous les parfums qui existent, on a vraiment tourné autour de cette métaphore de créer un peu des couleurs et cet arc-en-ciel en faisait partie parce qu'il y avait aussi ce truc qui était je sais plus comment il s'appelait, le Fragrance Finder, un truc comme ça, qui permettait de trouver son parfum et donc qu'on avait aussi travaillé tout autour de cette roue des couleurs. Attends, pour le plaisir, je crois que je t'ai mis un autre article, tu vois, et que là c'était un peu plus la partie édito, avec, tu vois, genre les articles sur les nouvelles sorties parfums, etc. Incroyable ce site. Et quand tu dis c'est la dimension un peu sociale, donc là c'est ton profil où tu mets un petit peu les parfums de ta life, quoi. Tu peux dire c'est les un parfums, peu Pinterest de... Tu peux parler des parfums que tu portes. Okay. Je crois qu'il y avait les parfums que tu portes, les parfums que t'aimes. En fait, tu avais différentes catégories. Parce qu'en fait, quand tu faisais... Je vais dire, non, on n'a pas vraiment fait de recherche utilisateur, mais on a parlé à trois clampins. Et puis la réalité, c'est que ce projet-là, on l'a fait aussi avec un parfumeur. Donc on avait aussi vachement de knowledge qui nous a été partagé par le parfumeur. Et donc on se rendait compte que tu pouvais pas juste dire je porte ce parfum-là parce qu'en fait tu as des parfums qui sont iconiques à tes yeux mais que tu ne mets pas souvent. Et donc en fait les gens ils ont différentes façons de ranger les parfums. Et ouais, le menu sur mobile là, comme ça, là, mobile first, clairement c'était pas du tout mobile first. Mais tu sais, t'as parlé de mobile et de social. À une époque, il y avait cette trend du solo-mo. Ça te parle? Social, local, mobile. Je l'ai oublié, mais ouais. il est remonté à la surface là. Et en gros, c'était toutes les apps, un peu comme Foursquare. Elle était un petit peu sur ce truc-là, où toutes les apps sociales, mobiles et locales qui essayaient de trouver un écosystème local avec ton téléphone que tu as dans ta main, qui te proposait une vie de quartier ou de découvrir les lieux autour de chez toi, etc. C'était plutôt marrant et en vrai comme trend, quoi. Ah, ça c'est pas moi. Non, ça c'est Chiara qui a mis des petits warnings, des petits disclaimers. Je sais, ouais, donc évidemment c'est pour un projet à moi. Je pense que c'est pour toute la partie qui suit. Hein. Ouais, il y a moyen. Ouais. C'est à partir de maintenant. Ouais, à partir de maintenant, on arrive dans le deep de l'iceberg, quoi. Donc iPhone 4, donc c'est les années 2009-2011. iPhone 4, le site d'Apple qui ressemblait à ça. Ouais, moi je bossais à l'époque dans un... Banger. C'est chargé. Je bossais dans une boîte de compta qui faisait beaucoup de choses. Et pendant 3 ans, j'ai bossé chez eux. Je faisais du web design, du print. Je faisais des spin-offs de sites internet déclinables sur plusieurs marques différentes. Il y avait beaucoup de logique de web marketing, de growth, etc. Et donc ça m'a pas mal appris en vrai, mine de rien, sur web marketing, conversion, des formulaires, des landing pages, etc. Et donc ça, c'est une page parmi énormément de pages. C'était le site un peu pilote, enfin flagship de cette marque-là, l'expertcomptable.com. Le logo est de moi d'ailleurs. Et je crois qu'il existe toujours sous cette forme-là. Je crois que le logo existe toujours avec le petit tic comme ça qui remonte. Il faudrait aller vérifier. Mais en vrai, good design is intemporel, ben là on y est, tu vois. Exactement. C'est comme le Take It tout à l'heure, ça a 10 ans, moi je trouve toujours très très beau. Mais le logo comme ça, expertcomptable.com, je pense que les boîtes qui s'appellent quelque chose.com, ça datait de 2005-2010. Clairement, je m'attends à voir ce genre de logo. Ouais. Mais l'exécution est très bien. Ouais, et puis tu vois, il y a de la couleur, il y a de l'humain. À une époque où on disait il faut mettre de l'humain, il faut mettre de l'humain. Bon, après, il y a des trucs qui sont plus ou moins random, quoi, un petit peu aléatoires, mais en vrai, c'est OK. Je vous ai dit que j'ai bossé pendant 3 ans là-dedans, donc on a fait beaucoup de choses. Attends, le pire est à venir. Le Mister Comptable, il est incroyable. Le Mister Comptable, il est cool, tu vois, avec les petits dégradés, les petits machins et tout. Qu'est-ce qu'il y a Le truc au milieu. Ah bah il y a un zoom sur le truc au milieu. Attends. Ah, oui ça. Hier, avant-hier, quand je faisais ma sélection, j'avais des trucs comme ça. Je les ai pas montrés, je dis pour une autre fois. Je suis très content de voir ces effets-là. Ouais, c'est nickel. On prenait tout ce qu'on pouvait comme texture dans Photoshop, on mélangeait avec des calques de fusion, etc. C'était vraiment une sacrée époque. Et en vrai, tu vois, le truc là, en haut à droite, là, je trouve pas trop mal, tu vois. Genre... un congrès, tu vois, genre des experts comptables à Lyon. Tu vois, je m'attends à voir un kakémono comme ça. Ouais, carrément. Mais c'est des années où j'ai perdu des points de Personne swag, n'est expert comptable ici? Non, ça va. Ok. Voilà, après, il y a eu beaucoup de supports qui ont été créés. Ces effets-là. Les effets de flèches là. Flèches comme ça, comme avec les rubans. Ça c'était une époque.
Et là, à droite, c'est une landing page très orientée performance, avec du contenu, de la réassurance, de l'humain, des couleurs vives et un formulaire, du rouge. Tous les clichés et des formulaires qui étaient sticky quand tu scrollais. Donc vraiment tout optimisé pour la génération de leads. Quoi dire d'autre là-dessus? En bas, là, c'était les bureaux de l'expertcomptable.com et c'est des trucs qu'on avait tournés en live avec, je crois qu'on avait essayé d'incruster le player Vimeo, donc je crois que c'est là en dessous le player, Vimeo, mais avec un background fixe, tu vois. Donc on avait filmé quelque chose avec un background fixe, c'était horrible. Mais bref, c'est là où j'ai commencé à faire la plateforme, du produit. C'est véritablement là que j'ai commencé à faire de l'UX UI, faire des interfaces, à bosser sur des plateformes de gestion, de trésorerie, de comptabilité, etc. Et donc, on commence à voir à cette époque-là, justement, la partie UI qui se développe avec des menus qui essayent d'être tactiles, d'être compatibles avec l'iPad ou avec le mobile. Donc ça, c'est vraiment ce qui m'a dirigé petit à petit. Donc, le shift de la com visuelle, du web design au produit, il s'est fait sûrement à cette époque-là, tu vois. Des applications mobiles Android, multi-outils. On avait créé plein de calculateurs possibles, de DS, des APE, etc., de prêts, de simulateurs de prêts. Très fier de ça également. Mais alors ça, c'est vraiment le pire. Non, c'est pas le pire. Non, en vrai. Non, c'est pas le pire. Attends, franchement, la qualité des sphères. Ouais. Franchement, la première là, la rose, moi je l'aime beaucoup. Ma gueule. Non, je suis sincère, je la trouve vraiment cool. Je sais pas comment je pourrais l'utiliser aujourd'hui, mais je la trouve stylée. Attends que je te parle de l'interaction qui était prévue. Là, on a créé... Ouais, exactement. Il fallait... le CEO ou en tout cas l'équipe dirigeante voulait que tu puisses prendre ton téléphone pour annoter tes opérations bancaires facilement pour faciliter le travail de ton comptable. Et en fait, la métaphore qu'ils avaient, c'était il fallait... comme quand tu éclates des bulles comme ça. Non. Et donc... On a repris ça, on a fait un petit concept d'app où en fait tu cliquais sur le virement client Lyonnaise des Eaux, tu avais un truc qui s'affichait et tu pouvais aller juste annoter ce truc-là en disant que c'était des factures d'eau ou des trucs comme ça, quoi. Et donc c'était un peu raide, tu vois, comme interface. Ça n'a jamais vu le jour comme ça, mais ça valait le coup d'être dans le... après il devait y avoir la réalité de l'exécution. Ouais, c'était autre chose, quoi. Ça, c'était une plateforme qui était destinée à générer des leads pour les comptables en interne. Et donc, en fait, on avait fait une petite application mobile pour gérer les dossiers, les trucs comme ça. Donc, il n'y a pas grand-chose à en dire, si ce n'est que pareil. Genre, quand je l'ai revu, je me suis dit, c'est pas complètement déconnant par rapport à l'époque. J'étais fan des menus comme ça, un peu carrés, qu'on trouve sur le côté. On en trouve un ici. Et je ne l'ai pas montré sur Cookening, mais on avait la même chose. Alors, je ne vais pas remonter jusqu'à là-bas, mais on avait la même chose aussi sur Cookening, quoi. Donc, j'ai eu une période de 4-5 ans où je faisais des menus comme ça sur le côté avec des icônes carrées et c'était vraiment mon gimmick, quoi. Ta signature. Ouais. En vrai, c'était cool. C'était super cool. Mais attends, il manque un truc, je crois. C'est pas grave, ça arrive peut-être après. Non, c'est pas grave. Ça arrive peut-être après. Attends, on ne sait pas dans quel ordre seront les... Oh, waouh. Ouais. Là, vraiment, je commence à me tirer une balle dans le pied parce que, en fait, pour Fubi, j'aurais pu montrer mieux que ça. Mais il y avait déjà trop de projets. Donc j'ai préféré montrer celui qui est pas ouf. Donc l'ère des tablettes 2011. Donc petit contexte, 2011, un an avant, il y a Microsoft qui sort Metro. Son interface qui sur le papier est incroyable, dans les faits est une gigabouse. Mais je sais pas, super intéressant. Apple qui lance un an plus tard l'iPad. Et en fait, c'était à peu près un moment où on faisait croire que le scroll horizontal, ça allait avoir de l'avenir. Et moi, j'ai bossé... Toi, tu avais ton menu sur le côté. Ouais. Moi, il y a eu un moment où tous mes sites, j'étais en train de me dire attends, il faut qu'on puisse avoir une navigation horizontale au scroll. Il n'y en a jamais un qui a vu le jour. Ce n'était pas utilisable. Et tu avais aussi un grand débat, parce que d'un côté, on avait Apple avec son skeuomorphisme, où tout était en relief, et c'était encore le flat design vraiment poussé à l'extrême, Surface, où c'était juste un texte blanc sur un aplat de couleurs.
Voilà. Et donc, nous, c'est à peu près le même moment où on travaille avec Fubiz. Donc, Fubiz, un média, pour ceux qui ne connaissent pas, qui parlait un peu de culture, de photos, de vidéos. Donc, en fait, il y avait la majeure partie du contenu, c'était des images. C'était plus de 1 million de visiteurs uniques C'était lourd, par mois. Et donc, se pose la question de se dire, attends, est-ce qu'il n'y a pas une opportunité de créer un peu une app pour Fubiz? Et donc, nous, on se dit, OK, bon, pour rappel, voilà à quoi ça ressemblait l'iPad quand c'est sorti. Hein. Donc, c'était un peu notre point de départ pour construire cette app. Nous, on se dit, OK, on va créer une appli, on veut une appli qui soit immersive, avec un sentiment de scroll infini, pour un peu se plonger dans l'exploration du contenu de Fubiz. Je sais, tu te souviens pas un plugin, mais une librairie JS s'appelait Maçonnerie. Vous avez utilisé ça pour... non, parce que là, on l'a fait sur l'iPad, mais oui, c'était inspiré. C'était à peu près la même époque que Maçonnerie. Maçonnerie, ça permettait de faire ce qu'on appelait des grilles éclatées. Donc, au lieu qu'on ait une grille avec des éléments qui font tous la même taille, les éléments avaient un peu des tailles différentes et s'imbriquaient comme des Lego. C'est Pinterest qui a ramené ça en premier, plus ou moins. Ça a complètement niqué le cerveau de plein de designers et tout le monde voulait faire des grilles déstructurées avec un peu à la Pinterest, quoi. Tu veux voir du relief? Vas-y. Ok, vas-y. Donc, ouais, c'est dommage. Enfin, tu vois pas. Il faudrait que tu viennes vraiment proche de l'écran pour voir le travail de texture qu'il y a. Donc là, on avait ce principe de grille un peu éclatée avec différentes tailles de visuels que tu pouvais scroller un peu genre comme des pages d'un bouquin de la droite vers la gauche. Quand tu tapais sur un truc, tu avais cette modale avec une grosse ombre reportée qui venait un peu projeter sur le contenu. Mais tu avais aussi la possibilité d'avoir un truc un peu plus genre infini encore, où tu pouvais te mettre un diaporama et tu passais les articles comme ça au doigt. Horrible, le scroll comme ça là. Je l'ai fait. Tout ce projet reposait uniquement sur ce mouvement-là. Voilà, donc ça c'était belle époque, une sorte de travailler avec des grilles, travailler avec du relief dans tous les sens. Et ce que vous ne pouvez sans doute pas voir à distance ni même ici, c'est qu'il y a vraiment un énorme travail. C'est que là, c'est pas juste un petit peu de lumière, hein, c'est qu'il y a du bruit derrière. On veut mettre de la matière. Il fallait qu'on puisse sentir cet arrière-plan, il est réel. Et ça, c'est sorti comme ça? Ou c'est plus resté dans les cartons en non, termes de concept? Okay. C'est sorti. Mais c'est plutôt honnête, non? C'est pas resté longtemps en ligne, je pense. Hein. Ok. Mais je me souviens, je l'ai benchmarké 2-3 fois, ce truc-là. C'était... non, c'était pas une référence, mais quasi, tu vois, genre c'était vraiment pas mal. Mais en tout cas, Fubiz, ouais, c'était vraiment une grosse source d'inspiration pour ces années-là, ouais, en termes de design. Donc il fallait que l'application iPad il y avait avec, quoi. On voulait faire un truc. Et puis vraiment, il y avait... moi, l'arrivée de l'iPad, ça m'a vraiment matrixé. Au bout d'un moment, j'ai compris que non. Mais je pense qu'il y a eu une année ou deux où je me disais vraiment, c'est le futur. J'ai même eu une Surface. Ah ouais? Ouais. Ah, putain. J'ai eu une Surface, je l'ai utilisée, je pense, 2 jours. Et j'ai compris que je préférais mon ordinateur. Mais il y a eu, je pense, toute une période où je me disais, mais en fait, on va pouvoir faire des trucs incroyables. La tablette, ça va remplacer le papier, tu vois, le livre, le magazine, etc. Et tout le contenu, demain, on va le consommer sur une tablette. Je pense que la réalité, c'est que je pense qu'il y a eu plein de médias qui ont essayé de se lancer sur une tablette. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont réussi à créer un truc où, en fait, avec de la stickiness ou un concept fort de navigation et sur lequel les utilisateurs restent engagés sur le long terme. Wow. Bold choice. C'est quoi ça? C'est encore toi, là. Franchement, je pense que là, on va le passer vite. Vas-y. Parce qu'en fait, j'ai pas les bons visuels. Et je pense que les visuels que j'ai là, ils sont trompeurs. Et c'est pas la réalité. J'ai juste retrouvé des pseudo-motion. Comment j'y vais? Ouais. Ça te parle? Si je te dis 2009-2010, des sites qui sont comme ça? Pas trop en vrai. J'ai plus trop souvenir de ça. Ok. Bon, c'était pas aussi fluide que ça en la réalité. Ouais. Si je te montre des sites internet qui ont cette tête-là en 2009-2010, un petit peu plus, ouais, je pense. Il y avait quand même un délire de faire des sites dans ce délire-là. Bah Flash, ouais. Ouais, voilà. Évidemment, ouais. J'ai un screenshot de Flash aussi, ouais. Ah. Il y a des gens qui se souviennent de Flash ici, qui ont fait du Flash. Oh, wow. C'est pas la majorité. Hein. Ouais. Est-ce qu'en ligne, on a des gens qui ont déjà fait du Flash sur les 26 personnes? Tu vois, on va voir. Tu pitches? Ouais, je vais pitcher Flash rapidement.
C'était avant Lottie, avant tous ces outils-là. C'était un outil pour faire de l'animation vectorielle avec une timeline. Donc ça ressemblait un peu à, je dirais, à After Effects, mais associé à un Illustrator, je dirais. Et ça permettait de faire des animations. Donc ça a commencé vraiment comme un outil d'animation à la base, où en fait, il y avait plein de gens qui faisaient des petites animes cartoons sur Internet. Et après, il y a des gens qui se sont dit, venez, on met un langage de programmation dedans, ce qui s'appelait l'ActionScript. Et ça a permis, en faisant le cumul des deux, d'être genre un portail à expression créative pour les sites Internet. Et je dirais qu'entre les années 2004, 2009, c'est Apple qui a tué Flash. Parce que Steve Jobs a dit, non, moi je ne veux pas de Flash dans mes iPhones, ça suce la batterie, ce qui était vrai. Et donc le truc est mort, mais c'était incroyable. En fait, ça a permis de faire. Je pense qu'aujourd'hui, faire des sites comme ça nous paraît trivial, facile, trivial. Mais à une époque où en fait l'HTML c'était juste des fonds de couleurs avec des tableaux, ça c'était impossible. Et ce genre de site permettait de faire des pseudo-mouvements de caméra, faire apparaître les rubans de manière animée, avoir un effet genre de photos qui se déploie comme une pile de photos. Avant 2010, c'était pas possible. Il y a toute une génération de jeux Flash également. Oui, on en parle là. Il y a Hugo qui en parle. Ouais. Je pense que la majeure partie des gens ont connu Flash avec les jeux en Flash. Genre, c'était quoi? C'était Yeti Panda, un truc comme ça? Ouais, un truc Yeti Sport ou Yeti Sport, je sais plus. Yeti quelque chose là. Ouais. Je vois encore. Il y avait un autre truc avec le pingouin là. C'est ça, c'est Yeti Sport? Où tu tapais, que t'étais un Yeti qui tapait avec une batte de baseball dans un pingouin qui faisait un bruit. Oui. C'était horrible. Oh waouh, voilà. Ça fait toi ça? Ouais, la sauce. Parce qu'il faut bien manger. Et ça, c'est pour rappeler qu'en fait, on a tous commencé quelque part. Moi, j'ai pas mal fait de sites pour des événements. En fait, idem. Je pense que les années 2000-2010, c'était le moment où toutes les marques voulaient être sur Internet et n'importe quel sujet était un prétexte à avoir une page en ligne. C'était un peu avant, tu sais, avant les pages Facebook, tu vois, avant tout ça. Ouais. Avant ça, tu faisais un événement, tu étais une marque, tu avais une page. Et en fait, tu missionnais une agence à coût de quelques milliers d'euros pour te faire une landing page, pour que les gens puissent s'inscrire ou pour présenter ton concept. Moi, j'ai fait un truc comme ça pour le lancement d'une nouvelle collection de Barbie qui s'appelait les Fashionistas, avec un événement qui avait lieu, je crois que c'était, peut-être pas au Forum des Halles, mais dans un événement comme ça à Paris, où pour avoir sa place à l'événement, il y avait un jeu concours en intro où il fallait envoyer une photo. Ça vient bien à la fin de Flash parce que c'était un mélange un peu de cette ère-là, où beaucoup d'expressions créatives. On vous a promis, hein, ça descend comme ça. Ah, le player YouTube aussi date très et fort. Le player YouTube, genre... Bah, un peu de côté, un peu changé. Parce que Flash, on pouvait se permettre ce genre de petite fantaisie. Ah, parce qu'ils avaient un player HTML et un player Flash. Il y avait une librairie ActionScript 3, il me semble, dans mes souvenirs. Et le formulaire là. Le formulaire est magique. Voilà, le bouton envoyé. Alors on a droit à oh waouh. Oh waouh. Non, il y a tout là. Je pense qu'il y a tout de cette époque. Là, on a le gradient radial en arrière-plan, les strass, tu vois, et des petits faisceaux lumineux qui partent de trucs. Les silhouettes. Moi, toi, tu avais ta marque de fabrique avec les menus. Moi, j'en avais une autre à cette époque-là. C'était ce petit détail. C'était en fait toujours. Ah oui. Je venais dupliquer la shape et faire un petit translate parce que ça donnait un peu de dynamisme au truc. Et tu vois, les petites silhouettes là qui sont un peu alignées avec les pubs d'iPod. Ça, on me les a données. Ah, on te les a données, mais voilà, il y avait un côté un peu. Les pubs d'iPod étaient comme ça un petit peu à l'époque aussi. Bon, je pense que l'agence qui avait fait les visuels pour Barbie avait dû s'inspirer, quoi. Lieu secret. Attends, je t'ai quand même mis. Parce que là, c'était la landing quand on a fait l'annonce de l'événement. Et puis après, il y avait le vrai site. Ah putain, ouais. Avec là, là, tu me régales. Le menu du haut, quoi. Là, tu me régales. Là, on parle. Allez, je laisse 5 minutes à Julien. Je sais même pas quoi dire. Il y a trop de trucs à dire. Mais en tout cas, il y a une cohérence, tu vois, avec le petit champ de recherche qui reprend les codes du formulaire, qui a un petit peu un alignement avec... quasiment design system, quoi. Mais oui, le nombre de typos qu'il y a et tout, non, il n'y a rien, tout est terrible, quoi. Tout est magique, quoi. Je pense qu'à l'époque, j'avais aussi une autre marque de fabrique. C'était, tu vois, genre, je serais quasiment sûr, tu vois, que j'utilisais toujours des typos, genre très light comme ça, et que je venais...
Très souvent, c'était de l'Helvetica. Ouais, puis full caps. Hein, ouais, full caps. Souvent, non, mais attends, je pense qu'ici, là, tu vois, je pense que les princes de l'accessibilité auraient envie de me cracher dessus, quoi. Avec des descriptions comme ça. Regarde, le petit slider de photo avec le côté photo et la petite ombre portée. Et puis le petit compteur de likes et tout, très social, quoi. On était social, hein, c'était pas une page d'un événement, mais même s'il y avait 3 likes, il fallait qu'ils soient visibles. Ah, je me régale là. Vas-y. Mais j'ai un autre bonus pour le même client, bam. Regarde, là, ce qu'il faut juger, c'est vraiment le header. Il y a tout là. Il y a du photomontage, il y a des pop-corn, de la fumée, du rouge à lèvres, tout. C'était un truc pour la Saint-Valentin. Ouais, je suis bouche bée, quoi. Moi, je pense que c'était un peu aussi ma marque de fabrique, c'était la capacité à faire du photomontage sur Photoshop. Puis on mettait des placards de texte aussi, tu vois, genre là, au milieu avec le grand jeu concours. Alors c'est quoi ? Ouais, oui, c'est tout le descriptif des lots, des trucs comme ça, ouais. Ok. Non, joli. Ouais. Ah putain. J'ai attendu toute l'heure pour ce moment. C'est maintenant. Ça, c'est mon chef-d'œuvre. Je peux cliquer ? Ouais, je pense que tu peux cliquer. Ah. Ok. J'étais à fond dans le rap. Tous mes potes faisaient du rap. Et je travaillais pas mal avec des groupes à l'époque. Avant même de faire du design numérique, je faisais genre de la pochette de rap et des pages MySpace pour mes potes. Et donc, il y avait un groupe qui s'appelait So Fresh Squad. Et le but, c'était de trouver un truc qui sonne américain, qui s'inspire des clichés, des codes visuels des Américains, mais sans être un copier-coller de ce que faisaient les Américains, tout en se différenciant de ce que faisait le rap français. Contexte. On est à la fin de l'époque MySpace. Donc en fait, je pense qu'il y a plein d'artistes qui émergent grâce à Internet. Il y a plein de graphistes qui apprennent Photoshop. Ça allait de pair en fait. Et en fait, ça ressemble à ça. Là, c'est le rap français, tu vois, genre très sombre. Mais chez les Américains, c'est fou. C'est incroyable. Ça date de 2009. Ouais. Visuellement, moi, je suis fan encore de ces pochettes-là. Elle date aussi, tu vois. Genre, tu es capable de plus ou moins remettre une époque aussi sur la pochette avec Mac Miller et tout, tu vois. Ouais. Mais MySpace, ouais, c'est MySpace derrière ? C'est là un site qui copie MySpace qui est sorti, mais c'était pour illustrer le propos. Ok. Ça aussi c'est super important. Je fais ça avec une de mes potes qui s'appelle The Judge. Et en fait, on s'était autoproclamé les meilleurs graphistes en vie. En fait, c'était une époque où on était matrixé par le rap américain. Lil Wayne avait dit qu'il était le meilleur rappeur en vie. Et nous, on avait dit, bah tu sais quoi ? Nous, on est les meilleurs graphistes en vie. Bold statement. T'as encore le concept en tête ? Ouais. Ok, je te présente Stun DJ. Mais en vrai, il n'y a pas des pochettes de section d'assaut, de trucs comme ça qui ressemblent à ça ? Mais bien sûr, est sorti après. Capital du crime 2 de La Fouine, et dans cette vibe-là, c'est sorti genre terrible. En 2013, quoi. C'est quoi la texture moumoute un petit peu ou fourrure. Le concept, c'est qu'on les a mis dans une forêt. C'était pas Thug de la rue, c'était Thug la forêt, un peu loup, etc. T'as fait le shooting aussi, toi ? On a fait le shooting avec Juliette. La typo, on l'a fait faire en 3D avec un pote à moi. Et puis après, on a fait tout le montage. Où à l'intérieur, quand tu ouvrais le CD, tu retrouvais cette fourrure rouge à l'intérieur. Et le disque. Pour le disque, on avait fait genre un disque de scie circulaire. Ok, oui, je vois. Tu vois. On était vraiment dans un délire, on a poussé le concept jusqu'au bout, tu vois. Là, tu retrouves la texture. Mais la texture est bien faite. C'est folle. Enfin, franchement, tu vois, avec la petite 3D sur le... C'était fait quoi ? Enfin, c'est quoi le making-of de la fourrure, tu vois, de la typo ? J'avais un pote qui faisait vaguement de la 3D. Vaguement. Et je lui ai payé une pizza un soir et on a passé la soirée chez lui. Parce que moi, j'avais ce truc en tête de faire une typo avec de la fourrure. Je trouvais que c'était fou, j'avais jamais été fait. À juste titre. Pour une raison. Non, arrêtez. Non, c'est bien, Incroyable. Le mélange est terrible, tu vois. Street plus la forêt. Je viens des Vosges, donc moi, ça me parle, tu vois. Tu me parles de scie circulaire, de sapin et tout. Je suis comme à la maison. C'est mon enfance, ouais. Et attends, behind the scene. J'ai réouvert le Photoshop ce matin. Propre. Tellement, ça aussi, c'est révélateur d'une époque. Des effets sur tous les calques. Rien de nommé. Il n'y avait littéralement rien de nommé. On s'amusait à faire. On était en craquage quand on bossait sur cette pochette.
Et donc, on faisait des romans photos avec ma pote Juliette où on déplaçait les personnages derrière et on les faisait se raconter des histoires. Quand il nous manquait un bout de vêtement, on dupliquait un truc et on le façonnait vite fait pour que de loin, ça marche. Donc, typiquement, sur la bas de la veste de cuisinier qui est ici, elle n'existe pas. Non, t'as dû faire du tampon, machin. Ouais, il y a eu genre 1h30 de tampon pour arriver à fake que c'est bien sa veste. Voilà, donc ça, c'est mon chef-d'œuvre. Ouais. Et parce que je voulais terminer quand même, parce que ça, c'est mon chef-d'œuvre, mais pour le même groupe, j'ai aussi fait des trucs beaucoup plus clichés. Ouais, là, on est dans de la mixtape de rap. Avec dans les années le scotch volume 2 et tout. Oh, putain, le bandeau. L'effet doré. Ouais. Voilà, il explose un mur. Non, propre. Bien joué. Vas-y. Je sais pas ce que c'est. Sûrement mes travaux d'agence. Ça, c'est 2007, je pense. Donc l'iPhone venait de sortir. Le site d'Apple, encore une fois, pour contexte, ressemblait à ça. J'ai peur de ce que... Ah, yes. J'arrive en agence. Putain, l'ascenseur émotionnel, cette fin de séance. J'arrive en agence. On me confie la première semaine. Alors attends, pas vraiment la première semaine parce que j'y reviendrai, mais premier projet que je fais dans cette boîte-là, c'est le site Prêt à partir, qui est une agence de voyage dans l'Est. Et ils veulent faire un site internet avec une mise en avant de leur offre, etc. Tu vois. Donc, tout fait. Genre les petites illustrations avec la palette, la tablette graphique Wacom. Donc les icônes sont dégueulasses, mais elles existent et elles sont maison. Tous les effets de header, de boutons en dessous, demande de devis, etc. C'est des trucs maison. Vraiment premier projet d'agence, quoi. Le truc, c'est que ça a été implémenté. Ça a été implémenté comme ça. Et ce que je m'explique pas, ce que je me souviens pas, c'est que quelqu'un a repris. Donc, je comprends la volonté de reprendre ces icônes-là pour en faire des autres parce qu'elles sont pas terribles. Problème, c'est que les icônes qui ont été refaites ressemblent à ça. Elles sont pas vachement mieux ou voire limite moins bien. Mais c'est surtout la mise en page, l'intégration qui a été faite de ce projet-là qui est dramatique, quoi. Ça, je l'ai retrouvé avec la Wayback Machine, là, le site qui archive les sites internet. Et le truc, c'est que quand je remontais, ça je ne le savais pas jusqu'à il y a une semaine, mais je remontais la Wayback Machine pour voir un peu comment le site avait évolué d'année en année. C'est qu'après, c'est devenu ça. Alors, je ne m'explique pas non plus. Je pense qu'ils n'avaient plus personne en interne pour faire l'administration de l'offre, gérer les offres, etc. Et en fait, ils ont mis du contenu statique à la place. Ils l'ont mis en page comme ils pouvaient. Et je pense que pendant 2 ans, le site que j'avais designé, qui ressemblait à ça, où j'étais fier à l'époque, en 2007, d'avoir fait mon premier site internet pour un vrai client, pendant 2 ans, il ressemblait à ça, quoi. Donc un peu un crève-cœur, quoi. Tu penses pas que on pourrait dire que c'est une approche content first ? C'est content first, ouais, c'est carrément content first. Oh, je savais pas que c'était ça qui arrivait après. Ça, c'est Quafalia. Je vous présente Quafalia.fr. Quafalia.fr, c'est le site qu'on avait créé chez les comptables, donc la boîte où je bossais un peu après l'agence de pub, pour générer du lead chez les salons de coiffure. On s'est dit, hypothèse, les gens veulent des comptables qui soient spécialisés sur leur activité, donc on va faire un site spécial pour les salons de coiffure, mais on va pas faire que ça. Alors attendez, on va faire boulangia.fr, le site d'expertise comptable au service des boulangers, Avocalis, expertise comptable au service des avocats, et Buralis pour les bureaux de tabac. Donc on avait comme ça une déclinaison d'une dizaine de sites comme ça qu'il fallait, en claquant des doigts, ouvrir du jour au lendemain avec un design un peu différent mais templatisé pour que ça aille vite, qu'on n'avait pas 2 mois pour faire un nouveau site. Donc il fallait qu'on aille vite. Hop, ces slides-là, elles vous montrent une technique qu'on avait à l'époque. Tu sais de quoi je vais parler? Oui, je sais. On en a parlé tout à l'heure. Pour faire des effets au hover qui clignotaient pas, parce que si vous avez 2 images et que en CSS vous dites quand la souris elle va dessus, tu remplaces cette image par cette image-là. Quand on faisait ça, il y avait un petit effet de clignotement parce qu'il n'avait pas chargé l'autre image et il allait la chercher puis la charger. Et donc en attendant, il affichait rien pendant une demi-seconde, quoi. Pour éviter ce truc-là,
on avait des assets qui ressemblaient à ça, où on mettait les deux l'un au-dessus de l'autre. Et en fait, la zone visible était divisée par 2. Donc on ne rendait que la partie là visible. Il chargeait l'image en entier. Et on lui disait que quand il y a la souris qui passe par-dessus, ce que tu fais, tu changes juste le point d'ancrage de l'image et tu vas le mettre au-dessus, quoi. C'était la petite astuce pour ne pas avoir du clignotement quand on faisait des hovers. Nous, on a vraiment dû trouver des solutions à nos problèmes. Hein. Ouais. Nous, on n'avait pas tout... les jeunes, on n'avait pas tout ça, nous. Et si le pire là-dedans, tu vois, alors ces sites-là sont plus en ligne, mais j'avais vérifié il y a 1 an ou 2, ils l'étaient encore il y a 1 an ou 2, quoi. Le pire, c'est qu'il y a eu une V2. Une V2 qui n'a jamais été implémentée avec la typo dont on parlait tout à l'heure. Tu vois. Et les éléments visuels là en haut, là, dans le header, le petit briquet, le ticket de l'auto sur Buralis. Mais on était dans une logique de production. L'idée, il fallait que le jour où on vienne me voir en disant là, demain, on ouvre un truc pour les restaurants, il fallait qu'en claquant des doigts, on ait un site pour les restaurants, quoi. Donc, c'est une époque où, en termes de production, ça m'a pas mal appris en templétisation, en automation, etc., quoi. On utilisait des scripts dans Photoshop. Tout le monde n'a pas utilisé des scripts dans Photoshop. Autre projet de cette agence de com dans laquelle j'ai bossé, il y a des projets en Flash, il y a des projets web là-dedans. Le premier, c'est du Flash. On avait un carrousel en 3D. Alors, je ne sais même plus comment je faisais de la 3D dans Flash. Mais globalement, on avait le truc comme ça qui tournait et qui permettait de voir des vases dômes, donc un espèce de maison de luxe dans l'est de la France, en Lorraine, quoi. Et il y avait rassure-moi, au milieu, c'est pas un vase, c'est un brocoli. Non, c'est un vase. Wow, je crois que c'était un vase, ouais. Et on s'était bien éclaté à créer toute une animation, tout un univers autour de ce truc-là. Je me souviens, alors j'ai pas retrouvé le fichier Flash, mais les 2 murs, à un moment, ils étaient comme ça, et puis ils s'ouvraient, puis on avançait vers le tapis avec le carrousel qui sortait de sol. Enfin, c'était vraiment, en termes d'interaction, c'était assez fou, quoi, pour l'époque. Et à côté, c'est trouvermonterrain.com. Donc, il y avait vraiment, à l'époque, c'est même le cas aujourd'hui, hein. Les noms de domaine, c'est des phrases. On avait récupéré des freebies. Je sais pas combien de temps que j'ai pas utilisé ce mot, les freebies, d'une petite marmotte, de petits panneaux, etc., pour faire la navigation. Navigation très bizarre d'ailleurs, avec des petits panneaux là. Mais ça permettait aux gens d'aller chercher un terrain à construire dans l'est de la France. Mais la raison pour laquelle je vous montre ces 2 projets-là, c'est pour le petit reflet qu'il y a là. Mais bien sûr, je voulais t'en parler. On s'attarde sur le petit reflet-là, qui est aussi révélateur de ces années où on faisait tout avec des reflets comme ça, les logos notamment. Et il y a eu toute cette mouvance qui s'appelait le Web 2. Donc ça, c'est du Flash, on en a parlé tout à l'heure. Mais le Web 2, c'était le web social. À l'époque, le Web 1, c'était uniquement du contenu. Et dès l'arrivée de MySpace, de Facebook, le web est devenu social. Et il y a une esthétique qui a suivi cet élan de Web 2. Et pour réaliser des logos Web 2, c'était hyper simple. On prenait le nom de sa boîte, on choisissait une typo un peu ronde. À partir de là, on crée des contours avec des dégradés. On rajoutait un petit dégradé avec un masque de fusion qui permettait de masquer une partie de ce qu'on avait copié en miroir comme ça. Et si on voulait vraiment être tendance, on rajoutait un petit badge bêta par-dessus, quoi. C'était vraiment le truc. Alors, moi, j'aime bien cette mouvance bêta. C'était une histoire de dire qu'un produit... c'est pas fini. Et c'était les prémices un produit évolue tout le temps au fur et à mesure de sa vie, quoi. Avant qu'il y ait ces badges bêta, on considérait que quand tu allais sur un site, c'était terminé, un produit, c'était terminé, etc. Le bêta, il introduisait le côté, on est sans cesse en évolution. Et donc, on le marquait avec des petites astérisques comme ça, des petites étoiles comme ça, quoi. Il est magnifique, ce logo. Ah oui. Voilà, un petit panaché de type de logo qu'on pouvait trouver à cette époque du Web 2 avec le même effet visuel. Alors, il y avait des fois des reliefs, des reflets qui étaient faits avec des vagues. Ouais, le petit côté là, reflet à l'intérieur, comme sur Twitter ou Tagli. T'avais même Bumsy en haut, ça c'était vraiment aussi totalement l'époque. Et je l'ai pas mis, mais tout ça vient plus ou moins de Aqua, l'interface de Apple à l'époque où en fait on avait des boutons bleus un peu sur le même modèle, un peu translucide, avec des reflets comme ça. Et pareil, ça a matrixé des générations de designers à l'époque, quoi. Mais quand tu réfléchis, Apple, ils ont quand même
matrixé plein de trucs. Mmh. Tu vois, il y a eu le bouton Aqua, il y a eu le Coverflow, donc à peu près à la même époque. Ah oui, le Coverflow, ouais. C'est le truc avec... Le Coverflow, c'est vraiment ce qui a inspiré l'effet en 3D qu'on voit ici, avec les images qui sont en perspective et les reflets au sol. Tu avais ça sur les iPods et d'ailleurs les premiers iPhones aussi. Les boutons Aqua. Ils ont quand même fait le skeuomorphisme. Chaque fois, ils arrivent avec des petits trends que tout le monde ponce. Voyons ce que ça va donner dans quelques années, quand tout le monde aura poncé des liquides glace. Oh putain. Ça, c'est pareil. C'est peut-être le deuxième site que j'ai fait en agence. C'était pour le groupe Goutte, qui était un concessionnaire dans l'Est de la France. Bon, ils voulaient un site pour mettre en avant. 2007, ouais. Incroyable. Pourquoi ? Ouais, trop bien. C'est bien, c'est joli. Ouais. Pareil, tu vois, il y a plusieurs écrans. Alors, c'est pareil, je suis allé sur la Wayback Machine pour aller récupérer ce que je pouvais récupérer du site parce que j'avais plus forcément les fichiers Photoshop, etc. Mais là, on voyait déjà un peu la volonté de faire du formulaire, faire des moteurs de recherche, des trucs comme ça. Donc, tu vois, rétrospectivement, je me dis, aller vers du produit, c'était peut-être le bon move pour moi plutôt que de rester dans le craft, quoi. C'était bien en craft. Je trouve que t'es dur. C'est même ça ? En vrai, non, mais franchement, il y a 2-3 trucs que j'ai pas sortis, justement pour le prochain épisode. Crois-moi, j'ai 2-3 trucs qui seront bien en dessous de ça. Ouais. Je te parle d'ONP ? Parle-moi d'ONP. Je te parle d'ONP qui est une agence ou un média, je sais plus, en tout cas l'Office national des particuliers, qui était dans l'immobilier. Et donc pour les petites icônes, là, on avait utilisé Illustrator Extrusion. C'est le début où tu pouvais faire des effets 3D dans Illustrator. Mais là où je veux attirer votre attention, c'est sur ce bloc-là, où en fait, pour réaliser un bloc comme ça, quand on faisait du design en 2007, il fallait faire ce qu'on appelle du 9-patch. Alors, le terme est venu avec Android, mais en gros, on prenait un asset comme ça, qu'on découpait en 9 parties, et on venait positionner chacun des coins dans les coins de l'élément du bloc qu'on voulait créer, et tout le reste scalait, s'étirait horizontalement ou verticalement, ou les deux, avec celui du milieu, pour venir réaliser un bloc comme ça qui était capable de s'étendre verticalement et horizontalement, quoi. C'est les petites astuces qu'on avait trouvées à l'époque, en tout cas, c'est pas nous qui les avons trouvées, mais qui se faisaient à l'époque pour faire du web un petit peu comme ça, quoi. Et dernier site, en tout cas que je veux montrer moi, c'est celui-là, les Madeleines de Commercy, que tu peux trouver dans ta grande surface préférée. C'est moi qui fais le site des Madeleines de Commercy. Et si tu vas sur le site aujourd'hui, il ressemble encore à ça. Là, c'est des screenshots que j'ai fait récemment. Le site n'a pas bougé, il est dans son jus et il date de 2007. Le site a quasiment 20 ans. Tu vois, c'est un peu... le ROI le ROI est terrible, il est vraiment très très bon, quoi. On parlait déjà d'impact des designers à l'époque. Quand on me parle d'impact, je montre ce site-là, tu vois. Ils en ont vendu des Madeleines après. Ils en ont vendu. Tu vois, on cite souvent, tu sais, quand on pense au web de ces années-là, le site de Space Jam, qui est toujours en ligne. Ouais. Ça, c'est un peu mon Space Jam à moi, tu vois. Dernier truc, voilà. Moi aussi, j'ai ma petite cover d'album, époque Photoshop, etc. Donc un peu 2007-2006, ce genre d'époque. Pas pour un groupe de rap, pour un groupe de post-rock qui faisait de la musique un peu expérimentale. Et donc on était allé dans un... C'est comme ça que j'ai commencé, c'est un peu émouvant, mais c'est un peu comme ça que j'ai commencé le graphisme, quoi. On était allé dans un champ avec un rocking chair, faire un shooting d'un gars qui pointait le ciel du doigt, et derrière, on ne voit pas, mais derrière, il y avait un photo gros plan du mec sur son rocking chair qui se balançait, et voilà. Beaucoup de concepts. Beaucoup de concepts. Je crois qu'on arrive à la fin. Je crois que c'est la fin du format. J'espère que ça vous a plu, j'espère que c'était marrant. On va peut-être réfléchir à voir si on en fait un 2 ou pas. Si ça suffit. Si ça suffit, peut-être que ça suffisait, c'était un one-shot. Ou peut-être que ça sera communautaire. Peut-être qu'on demandera à des gens de notre entourage de montrer eux aussi leur projet. Genre Léa Mendes, par exemple. Léa Mendes, je pense que je suis très curieux de voir un peu les premiers projets qu'elle a fait. Mais bon, merci d'avoir passé cette pause déj avec nous. N'hésitez pas à nous envoyer des compliments et à demander des sources PSD ou PDF ou autre. Cela m'a rassuré. Voilà, cela m'a rassuré.
Je pensais que j'étais au plus bas de ma carrière et visiblement on peut encore creuser. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu et merci pour votre attention. Merci Julien. Attends, on va le faire bien. Attends, on va balancer d'abord l'écran de fin. Ouais, merci à distance également. Merci à distance. Mais là, tu mets. Ah ouais, end frame, tac.